Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous jusqu'à midi avec Michel Taube. Bonjour Michel. Bonjour. Fondateur du site d'information Opinion Internationale. Christine Bouillot, journaliste Sud Radio. Vous êtes notre correspondante à Toulouse. Bonjour. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour. Et Bonjour. votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir. Oui, il y en a qui sont bien morts. Aux éditions du Cerf. Et Sophie de Menton qui devrait arriver, chef d'entreprise, président du mouvement éthique et auteur de La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. On va revenir sur le bilan sécurité d'Emmanuel Macron, jugé mauvais par 69% des Français, avec une chute dans les sondages. On va parler du pouvoir d'achat, globalement vrai problème avec le prix de l'essence et puis l'idée d'un chèque fruits et légumes, puisqu'ils ont eux aussi augmenté de façon considérable. Et puis Zemmour-Le Pen, la guerre des nerfs également avec vous. Comme tous les jours, Gilles Gansman est là avec le dispositif mis en place par Sud Radio dont on vous reparlera vendredi avec Patrick Roger, dispositif pour la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Vous aviez 40 sons ce matin, vous m'avez dit, c'était un choix de dingue. Mais il était 22h48, vous voyez, je travaille tard, Valérie, quand Éric Zemmour tweet « Vous voulez savoir contre qui je me bats ? Allumez votre télévision, regardez M6 ». Bon, à vos ordres général, j'ai donc mis M6 et c'était une zone interdite sur l'islam radical. Amine El-Bailly est né à Roubaix. Ce juriste en droit public de 25 ans s'inquiète d'un communautarisme qui basculerait doucement vers l'intégrisme. Sur 500 mètres, vous avez 5-6 boucheries halal dans la même rue. Vous avez ici le hammam oriental, la boulangerie-pâtisserie orientale par ailleurs. Voilà, mais vous avez mieux que ça, vous avez des librairies islamiques et vous avez trois librairies à un intervalle de 100 mètres, 200 mètres, où on vend par ailleurs le voile intégral, le niqab. C'est aussi, d'une certaine façon, un appel à s'exclure de la communauté nationale et à adhérer à une pratique plus rigoriste de l'islam. Amine en veut pour preuve les jouets vendus dans ses boutiques. Des jouets d'un genre très particulier. Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage. Les yeux, la bouche et le nez ne sont pas dessinés. Et pourquoi ils n'ont pas d'yeux? Ils n'ont pas de visage? Pourquoi ils n'ont pas d'yeux? Parce que normalement, islamiquement parlant, on ne reproduit pas le visage, c'est Allah qui crée en fait. Voilà, évidemment, ça va alimenter la campagne. Et il y a eu toute une polémique autour. Certains ont dit que c'était pas objectif, que c'était à charge. Et ce matin, Sandrine Rousseau, qui n'a pas très bien compris, je crois, le documentaire, a dit il faudrait donner des crayons de couleur aux enfants pour qu'ils dessinent les visages. Bon, elle n'a pas tout compris. Ton compte Twitter parodique, non? Non, je croyais. Non, je posais la question. C'est pas idiot. Non, c'était une interview, c'était sa vraie voix. Gilles. Et par un grand renfort, ils étaient 50, voire 100 au meeting d'Anne Hidalgo. Elle a tenté d'haranguer cette foule avec un nouveau slogan. Elle a un nouveau slogan qui s'appelle Hidalgo Go. Elle en a profité. C'est original. C'est vrai. Elle en a profité pour dire que jamais elle lâchera l'affaire. Moi, je pense que son slogan, ça devrait être The show must go on. À chaque échéance, vous le savez, on m'a donné battu, exclu, illégitime, renvoyé à l'opposition. Et on voudrait que je me résigne, que nous résignions devant la difficulté. À tous ces prophètes de malheur, je leur dis, mais dans vos rêves, même les plus hostiles, me reconnaissent au moins une qualité, je n'ai pas peur. Dans vos rêves. Arnaud Benedetti, vous en parliez juste avant que l'émission ne commence. Oui, c'était assez terrible. Elle est aujourd'hui manifestement dans un corner politique à l'intérieur même de la gauche qui elle-même est dans un corner. Donc ça va être extrêmement difficile pour elle. Moi, ce qui m'inquiète pour le Parti Socialiste, c'est surtout que si, elle n'arrive pas à atteindre les 5%, et quand est-ce que le Parti Socialiste va se décider éventuellement à débrancher cette candidature qui risque de lui coûter cher, non seulement financièrement, mais aussi pour les législatives ensuite. Donc ça, c'est une vraie question.
Oui, et le coup de grâce, ça va être dimanche prochain, parce que avec 450 000 inscrits à la primaire de la gauche, qui est quand même très important, il faut quand même saluer cette mobilisation qui va bien au-delà même des LR et de tous les partis. Et je pense que Christiane Taubira va démarrer très fort sa campagne et risque vraiment d'étouffer Anne Hidalgo. Donc moi, je pense que elle est pas loin du champ du signe, et elle va se retrouver avec des centaines de parrainages, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élus socialistes locaux et très très peu d'électeurs. Est-ce qu'elle aura le courage du ridicule? Enfin, entre Anne Hidalgo et Taubira, je ne sais pas qui a le courage du ridicule. Bah, 450 000 votants, je suis désolé, elle est plus ridicule que ça. Ils vont se partager 5%. On va voir, oui, on verra. Ouais. Christine, pour l'instant, c'est ça. Christine Bouillot. Michel a oublié la petite phrase de François Hollande qui doit s'exprimer prochainement, absolument, qui est dans le jeu. Qui a dit devant des lycéens, c'était un reportage sur France 3 hier, il a dit à propos du Parti Socialiste, ça ne va pas bien. C'est un constat qui est partagé. Voilà, et il indique qu'il n'est pas encore candidat. J'ai les mêmes idées qu'avant, mais donc je continue de les défendre. Un ancien président peut refaire de la politique, et c'est arrivé d'être candidat à l'élection. Il parlait de Nicolas Sarkozy, mais donc voilà, il laisse planer le doute sur une. On tremble. D'émotion. Non, mais vous me disiez, Arnaud, qu'il avait été testé déjà dans un sondage. Je crois qu'il a été testé dans un sondage il y a quelques mois. Il était entre 2 et 3%, je crois. Bon, alors qu'ils ont un candidat qui serait formidable, qui est Bernard Cazeneuve, qui est un type intelligent, avec des vraies idées de gauche. Moi, je voudrais une vraie gauche. Alors, Gilles. Et pour finir, la campagne présidentielle, et on essaiera de temps en temps de le mettre dans cette rubrique, c'est aussi les réseaux sociaux. Et les équipes de Zemmour ont ressorti les archives dont n'est pas couché, qui recevait à l'époque Geoffroy Lejeune pour un livre qui s'appelait je n'arrive pas à me relire, mais un truc ordinaire. Ouais, voilà. Je n'arrive pas à me relire. Non, c'est pas grave. Une élection ordinaire, ça y est. Voilà. Une élection ordinaire. Un truc, c'est pareil. Voilà, une élection ordinaire qui imaginait Éric Zemmour président devant une Léa Salamé médusée et qui pouffait de rire, et c'était en 2015. À la fois, c'est un thriller politique très réussi parce qu'on ne le lâche pas, très drôle parce qu'il imagine Éric Zemmour président de la République, et pour ceux qui ont côtoyé ou fréquenté ou travaillé avec Éric Zemmour, on sait que c'est absolument impossible. C'est absolument impossible, et vous le savez, vous seriez vous-même, parce que Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui aime pas serrer la main des gens, qui traverse en fixant devant lui pour surtout ne pas parler aux gens, qui n'a pas envie qui ne sait pas faire tressaillir des salles. Mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'il a les qualités, Éric Zemmour, pour cela? Ce que je constate, c'est que les idées d'Éric Zemmour, et ça va vous faire hurler, aujourd'hui, peuvent gagner l'élection présidentielle. C'était en 2015. Mais ce qui est incroyable, c'est le changement de personnalité des gens. Parce que c'est vrai que j'avais bavardé avec Éric Zemmour il y a 1 an et demi, et qui m'avait dit, moi je prends un café le matin à 10h, je rentre chez moi travailler, je déjeune à 1h moins le quart, je fais une petite sieste, je travaille pour l'émission du soir, et je vais en vacances au même endroit depuis 20 ans. Et je ne peux pas faire autre chose. Ouais. Et donc c'est incroyable. Non mais c'est au-delà de la politique, c'est d'abord être porté comme ça, et arriver à dépasser sa personnalité parce qu'on croit à quelque chose, habité. C'est incroyable. Et puis il y a une transformation. On se souvient de son intervention au meeting de c'est vrai Marine qu'on l'attendait pas. C'était une véritable interrogation, ce que dit Sophie, c'est-à-dire qu'on pensait pas qu'il serait capable finalement d'occuper la peau de l'homme politique dans un meeting, c'est-à-dire de faire un discours que l'on attend. Et il se révèle un orateur tout à fait acceptable, en l'occurrence plutôt il se débrouille plutôt pas mal. Plutôt bon. Allez, on marque une pause, c'est l'heure du journal, et on se retrouve sur Sud Radio pour les débats. À tout de suite, merci Gilles. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et nous débattons, nous commentons l'actualité avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique
politique et auteur de La France sans dessus-dessous, qui est paru aux éditions Erol. On va revenir sur le mauvais bilan, enfin en tout cas les Français jugent que le bilan sécurité d'Emmanuel Macron est très mauvais. On va parler du pouvoir d'achat, le chèque fruits et légumes, et puis de la campagne électorale évidemment, Zemmour-Le Pen, la guerre des nerfs. Est-ce que ce sont des prises importantes qui sont de nature à changer le vote, à redonner de l'élan à Éric Zemmour? On en reparle dans un instant. On commence avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Arnaud Benedetti, c'est un coup de cœur. Ah oui, c'est un coup de cœur pour quelqu'un que j'ai bien connu, qui est disparu il y a maintenant une dizaine de jours, il y a une semaine. C'était Jean-Jacques Benex. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas tellement parlé finalement. C'est quelqu'un qui a marqué profondément l'histoire du cinéma des années 80 et 90, qui a fait peu de films. Peu de films. 37-2 étant vraisemblablement le film le plus connu et le plus mythique, qui a souvent été éreinté par la critique, qui était un écorché vif. C'était quelqu'un qui vivait assez mal justement le regard parfois critique qu'on pouvait porter sur son œuvre, et c'est une œuvre véritablement qu'il a créée. Et c'était surtout quelqu'un qui était touche à tout, c'est-à-dire que c'était un esprit très curieux. C'est quelqu'un qui avait fait des études de médecine, qui avait commencé par faire des études de médecine, qui ensuite avait monté sa société de production, qui avait, moi c'est comme ça que je l'ai connu, qui avait produit beaucoup de documentaires à la fois historiques, parfois sur la recherche. Donc quelqu'un qui essayait d'avoir une vision un peu panoramique des choses. C'était un artiste au sens, j'allais dire, générique du terme, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs palettes. Il pouvait faire du cinéma, il pouvait écrire. Il avait écrit un roman il y a peu de temps qui s'appelait Toboggan. Il avait notamment mis en scène une pièce de théâtre sur Kiki de Montparnasse, vous savez, ce modèle qui avait alimenté tous les grands peintres des années 20 et des années 30 dans le Paris de Montparnasse. C'était quelqu'un qui était profondément humain, et donc je voulais saluer sa mémoire. Et c'est vrai que c'est une disparition qui m'a beaucoup touché. Voilà. Ouais. Voilà. Alors je vais peut-être enchaîner moi avec une disparition qui m'a touché aussi, celle de Thierry Mugler, qui est mort hier, qui a été quand même un des créateurs les plus importants des années 80. J'ai eu la chance de l'interviewer juste avant son exposition, et c'était quelqu'un qui faisait peur presque physiquement, qui était d'une gentillesse, d'une humanité, et surtout quand vous tiriez sur le fil de son existence, absolument incroyable, avec une destinée de dingue, et puis un type d'une intelligence et d'un visionnaire incroyable. Je sais pas si, alors moi j'ai jamais porté de Mugler. Alors c'était pas facile à porter, mais il a libéré considérablement la femme. Absolument, et cette exposition a très bien marché au musée de la mode à Paris. Non, c'était pas le musée de la mode. Non, c'était pas le musée, c'était le musée des arts décoratifs justement. Oui, ça m'étonne pas parce que c'était presque un créateur décoration immense aussi. Photographe. Enfin, franchement, un type formidable. Voilà. Donc hommage également à Thierry Mugler. Changeons complètement de sujet. Christine Bouillot, vous, c'est un coup de gueule? Oui, je voulais faire un petit sujet sur, en tous les cas, un petit clin d'œil au sujet de mes confrères de la Dépêche du Midi ce matin, mais d'autres l'ont fait avant eux également. On est un petit peu, on est à un mois de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, où on s'aperçoit que 7 millions de Français sont ce qu'on appelle des mal inscrits. En gros, c'est-à-dire qu'ils sont la plupart, pratiquement la moitié, ce sont les jeunes actifs, les 25-29 ans, parce que ils ont des mobilités professionnelles qui font que ils changent de résidence, et il n'y a pas automatiquement le changement d'adresse pour les listes électorales. Et on ne peut pas voter. On ne peut pas voter si on n'est pas. On peut pas retourner voter dans son bureau de vote. Alors vous pouvez si vous êtes. Oui, bien sûr. Mais il faut pas être trop loin. Ah oui, c'est ça. Changer de ville. Il faut changer de ville. Donc je ne comprends pas comment on n'arrive pas aujourd'hui, en 2022, à trouver un système qui facilite, on va dire, le portage de la liste électorale. On y arrive pour beaucoup de choses, mais pas pour ça. Donc je trouve que l'État met pas beaucoup de moyens là-dessus. Quand on sait la difficulté aujourd'hui de mobiliser on va dire sur les listes électorales, il y a sans doute des moyens très simples. On nous parle de la procuration, du vote par correspondance, mais la procuration c'est la meilleure des solutions. Donc voilà. Bon, pour l'instant on en est là. 7 millions de personnes qui sont mal inscrites. C'est colossal. 43% des 25-29 ans. La démarche à faire est quand même pas si compliquée non plus. Oui, mais souvent on s'y prend trop tard. Donc il y a eu un effort de fait. Je suis d'accord avec vous, Sophie. Mais c'est pour ça que je le fais. Mais vous avez jusqu'au 2 mars pour changer votre inscription si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire sur Internet. On peut le faire
par courrier aussi. Ça a été donc rallongé, mais encore trop de gens ne le savent pas ou ne s'en rendent pas compte ou trop tard, et du coup se retrouvent coincés pour pouvoir voter sur leur lieu de résidence, en tous les cas pas revenir chez papa-maman, puisqu'en général c'est là que ça se passe, puisqu'à 18 ans automatiquement vous êtes inscrit sur votre lieu de résidence, et en général c'est le domicile de vos parents. C'est l'une des causes fondamentales de l'abstention à l'élection présidentielle, c'est ce que dit Céline Braconnier, et également de savoir que nous sommes nous faisons figure d'exception en Europe. Encore une fois, c'est rarement dans le bon sens, non, c'est rarement dans le bon sens, mais vous avez raison de le signaler. Donc à ceux qui nous écoutent, pensez à vous inscrire sur les listes électorales de l'endroit où vous habitez. J'enchaîne rapidement avec aussi une info qui est demande de passeport, carte d'identité. Il faut désormais s'y prendre très tôt. C'est-à-dire que en temps normal, la procédure prend 3 à 4 semaines, et depuis août dernier, elle a tendance à s'étaler sur plusieurs mois. Pour quelle raison? À cause du Covid? Dans quel pays on vit? Enfin, franchement, oui, c'est ça. Mais enfin, quand même. C'est le télétravail, il n'y a plus personne dans les mairies. Non, mais c'est invraisemblable. Plusieurs mois pour avoir un passeport en France. Le ralentissement, c'est très grave. Et effectivement, c'est un point beaucoup plus général. Le fait qu'on soit lent. La lenteur, y compris, on a été bon pour les vaccins, etc. Mais par exemple, je pense au pass vaccinal, il arrive beaucoup trop tard. On n'a pas de vaccin, Sophie. En France, on est très lent. Non, mais en France, on n'a pas de vaccin. On n'a pas de vaccin. Michel a raison. Elle parle de la vaccination. On n'a pas été lent, on a été complètement. C'est plus de la lenteur là. On a même oui et non, parce que. Non, mais vous parlez pas de la même chose, je pense. On parle pas de la même chose. On parle de la vaccination. Oui. La vaccination, ça a été lent au démarrage. Après, ça s'est très bien accéléré. Mais on fait tout tardivement. Tout nécessite de mettre 3 mois ou 6 mois. Il y a des consultations, on crée des commissions. Dès qu'il y a un problème, y compris Valérie Pécresse qui disait des choses intéressantes hier, j'écoutais, mais qui allait créer une commission. C'est la première des choses que les politiques ont à l'esprit. Or, ça ralentit. C'est la fameuse phrase de Clémenceau, pour enterrer un problème, vous créez une commission. Voilà. Donc voilà. C'est la lenteur, encore une fois. Oui, alors Sylvie me dit c'est pas nouveau, il fallait 3 mois avant le Covid. Non, pas 3 mois, il y avait des disparités, mais pas jusqu'à 3 mois. C'était déjà long, mais là, ça s'est aggravé. Sophie, vous, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule parce que au nom de la mixité sociale, au nom de l'égalité des chances, on a en France finalement une faculté extraordinaire à renier l'excellence. L'excellence, la sélection, tout ça est mal considéré. Il y a 2 lycées d'élite qui s'ouvrent entre guillemets à la mixité sociale, c'est-à-dire Henri IV et Louis le Grand. Ils recrutaient leurs élèves sur dossier. C'est vrai que ça préparait, c'était les meilleurs, c'était l'élite. On n'aime pas les élites. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend une nouvelle procédure qui est la fameuse procédure en ligne Affelnet, qui est d'ailleurs, je crois, mais ici on a un universitaire qui me dira ce qu'il en pense, qui fonctionne pas bien, etc. Et c'est une révolution. Je veux dire, c'est les meilleurs, c'est les enfants. Oui, on allait à Henri IV et Louis le Grand. Il y avait des dossiers, c'était difficile, etc. On veut plus de boursiers. On est évidemment pour, mais c'est pas une raison pour systématiquement vouloir mettre tout le monde au même niveau. Je veux dire, il y a qu'à voir le bac. Finalement, c'est le même processus. Alors bon, d'accord, c'était une sélection particulière, mais il y a qu'à voir le bac. Maintenant, le bac, ça se passe au niveau de la première ou deuxième année de fac, au niveau de la sélection. On ne veut plus de sélection, on n'aime pas l'excellence, on n'aime pas les élites. Eh bien, moi, je trouve que c'est la fin d'un pays quand c'est comme ça. Bon, je sais pas. Alors, à l'inverse, on parle de sélection à l'université. Enfin, on la repousse. Non, mais il y a eu dévalorisation, il y a eu dévalorisation du bac, ça c'est évident. En l'occurrence, le bac aujourd'hui, finalement, pratiquement tout le monde l'a. C'est même plus 80% d'une classe d'âge. Surtout avec la crise sanitaire, on a vu que on a eu un taux, je veux dire, de réussite au bac qui a explosé tous les résultats antérieurs. Non, je pense qu'il y a un problème, si vous voulez. Moi, je suis aussi très favorable à la sélection des meilleurs. C'est-à-dire, je crois que la méritocratie, ça fait partie des fondamentaux d'un régime républicain. Le problème, c'est que lorsque cette méritocratie se confond avec la reproduction sociale, là, c'est une difficulté en la matière. C'est-à-dire qu'en effet, on trouve très souvent, là-dessus, je ne veux pas tomber dans les travers parfois des sociologues un peu gauchistes, mais c'est une réalité, c'est que malheureusement, vous avez une sélection qui se fait
aussi socialement, en l'occurrence. Alors, comment on résout ce problème, je ne sais pas. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que, par contre, ce qu'on a abandonné depuis trop longtemps, c'est l'acquisition des fondamentaux dans le primaire, dans le secondaire. Vous avez aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sur un certain nombre de matières, qu'il s'agisse notamment, et surtout les matières littéraires, je pense, mais également sur les matières scientifiques, une baisse de ce qu'il faut bien appeler une baisse du niveau. Ça, c'est un vrai problème, mais ce qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait un certain nombre de décennies. Ça fait un certain nombre de décennies qu'on a laissé malheureusement en friche cet environnement-là. Puis maintenant, on laisse les maths en plus. Alors, oui, tout à fait. On le voit dans le classement PISA. Je veux dire, montre en effet que la France perd des places régulièrement. Michel Taube, coup de gueule. Alors oui, moi c'est un coup de gueule d'avoir appris la semaine dernière que François Baroin, ancien jeune premier de la classe politique et président de l'Association des maires de France sortant, vient d'être nommé président de la Barclays Bank, la branche française de la Barclays. Et moi je trouve ça extrêmement choquant. La Barclays c'est une banque britannique. C'est une banque qui a des intérêts dans le monde concurrents de grandes banques françaises, dans le monde et en France, bien entendu. Je rappelle que l'Angleterre a quitté l'Union européenne, donc la concurrence et l'extraterritorialité de l'Angleterre est maintenant quelque chose de très très fort. Et ça me permet de rappeler le problème qui se pose aujourd'hui même à François Fillon, dont par ailleurs j'ai salué certaines initiatives contre l'islam radical, son programme économique en 2016. Il travaille pour les Russes, lui. Fillon est administrateur de grandes entreprises russes dans l'énergie, dans la pétrochimie. Et nous sommes dans une période de crise énergétique avec un bras de fer entre la Russie et l'Union européenne et d'un risque de guerre jour après jour avec l'Ukraine. Je pense vraiment que c'est problématique. Une femme ou un homme politique américain ne pourrait pas, après sa carrière politique, prendre des responsabilités de si haut niveau dans des entreprises étrangères. Et je donnerai un contre-exemple qui, lui, est beaucoup plus intéressant. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a quitté officiellement la vie politique, il a pris des fonctions d'administrateur dans une grande société française qui est le groupe Accor, qui est en plus dans un secteur qui n'est pas stratégique. L'hôtellerie, c'est pas la même chose que le pétrole. Et moi, je trouve que ce que fait François Baroin, c'est vraiment problématique. Et c'est un petit coup d'épée aussi, c'est un petit coup de canif dans le dos de Valérie Pécresse, parce qu'en termes d'image et d'écho dans l'opinion publique, je pense que c'est assez dévastateur. Elle n'est pas responsable des choix de Baroin, Valérie Pécresse. Non, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui lui fait le coup de... Moi, je suis assez d'accord avec ça, franchement, et pourtant, je suis une libérale. Mais vraiment, je suis d'accord avec ça. En plus, il a été ministre du budget, Baroin. Ah oui, ministre de l'économie même. Ministre de l'économie. Ministre de l'économie qui va dans une banque étrangère. Non mais alors, je veux dire, il fait probablement rien de mal. De toute façon, on sait très bien que Baroin, depuis assez longtemps, pensait plutôt à autre chose. Mais il fait probablement rien de mal. Mais l'image est épouvantable. Je trouve qu'il n'y a pas de dignité. Il y a pas. Enfin, c'est pas possible. Il y a. Oui, puis il a le carnet d'adresses. Alors on peut. Voilà, ça c'est sûr. C'est pour ça. Faut pas se leurrer. C'est évident que du côté de la banque, c'est pour ces raisons-là qu'on le recrute. Ce qu'on appelle un conflit d'intérêt, le carnet d'adresse. Mais ce qui est compliqué, c'est que dans... Je termine juste et je vous rends la parole, Michel. C'est que pour les lecteurs et le citoyen, c'est de se dire, encore une fois, ça participe à cette, on va dire, désamour en disant, ils sont là que pour s'enrichir. Je résume et je schématise. Mais c'est le raccourci que feront les électeurs. Remarquez, ils ne sont pas enrichis en politique, c'est pour ça qu'ils vont ailleurs. Il faut quand même préciser que moi, je pense que les hommes politiques doivent être payés. Michel, dernier mot. Dernier mot, ce n'est pas illégal ce qu'il fait, mais on pourrait souhaiter que le président sortant de l'Association des maires de France, qui est un magistère très important, qui est aussi important qu'un ministère, soit interdit pendant 3 ans d'aller dans le privé, comme c'est le cas pour un ministre. Et donc, je pense que la loi devrait évoluer là-dessus. On marque une pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Sophie de Menton, Christine Bouillot, Arnaud Benedetti et Michel Taube. Michel, j'ai vu que vous vouliez dire un mot sur ce soldat français tué au Mali et je trouve que c'était important d'en parler parce que c'est une situation qui est complètement délirante, ce qui est en train de se passer là-bas.
C'est très très grave. C'est le 53e soldat français qui meurt au Sahel depuis 2013. La situation sur place est dramatique. L'opinion publique malienne, le pouvoir malien qui est issu d'un coup d'État, même de 2 coups d'État, est très anti-français. Il y a aujourd'hui même au Burkina Faso, pays voisin, un coup d'État. Là, en direct, on se parle. Il y a un coup d'État. Le président du Burkina, qui est un allié de la France d'ailleurs, a certainement été, mais RFI, l'AFP ont déjà écrit des communiqués, a été arrêté, mis à l'isolement. C'est vraiment dramatique. Et la France est très présente. Nous avons des milliers d'hommes dans le Sahel qui sont dans une situation de plus en plus compliquée. Il y a un retour des attentats djihadistes contre les Français, mais aussi surtout contre ces pays-là. Et malheureusement, la situation est intenable. Et je dois dire, avec grande tristesse, parce que je suis ça quand même d'assez près, que l'État français, la France n'a pas fait ce qu'il faut depuis un an. C'est absolument dramatique. Emmanuel Macron a annoncé en juin dernier, sans prévenir personne, que la France allait se retirer sans aucune précision, sans détail, sans concertation. Enfin, la situation est dramatique et on peut même pas savoir si la France va rester longtemps sur place jusqu'à l'élection présidentielle. Donc vraiment hommage à ce soldat qui est mort, mais la situation est vraiment dramatique sur place. Oui. Et j'aimerais dire puis il ne faudrait pas que ces soldats soient morts pour rien, Absolument. parce qu'en l'occurrence, c'est vrai que le retrait des Français serait une catastrophe absolue pour la zone. C'est-à-dire qu'on sait très bien que aujourd'hui, si on arrive encore à tenir, c'est parce qu'il y a la présence française. Il faut souligner 2 choses, 2 points importants. D'abord, on est quand même très peu soutenus. C'est ça, les alliés européens sont quand même assez peu présents. On a quelques moyens logistiques américains qui nous permettent malgré tout de pouvoir tenir sur place. Il ne faut pas négliger. Juste dernier point, il faut savoir quand même que pour l'instant nous sommes interdits de survol, nos avions militaires sont interdits de survol de l'Algérie, ce qui ne facilite pas, il faut le savoir quand même aujourd'hui, les opérations. Donc je pense qu'il y aurait aussi moyen de faire pression sur le gouvernement algérien. C'est une interdiction de survol liée aux difficultés des relations entre la France et l'Algérie, mais il y aurait quand même un moyen de faire pression sur les autorités algériennes pour qu'on puisse au moins survoler le territoire algérien pour transporter un certain nombre d'hommes et de logistique. Est-ce que la présidence de Macron, la présidence de l'Europe pourrait faire qu'on insiste un peu sur cette solidarité de défense? Non, pas du tout, parce que je crois que l'international est le seul sujet que la présidence en exercice, la présidence tournante en exercice n'a pas de compétences. C'est fait un petit peu à part. Donc Macron pourra faire des effets de manche. La réalité, c'est que la présidence n'a aucun pouvoir de décision là-dessus. Et c'est beaucoup trop tard, de toute façon. Comme le disait Arnaud, les Européens sont très absents. Il y a 50 soldats estoniens qui sont présents sur place. Les Allemands n'ont envoyé quasiment aucune troupe. Les Italiens, quasiment aucune troupe. Les Italiens qui sont très présents en Afrique du Nord. Enfin, c'est absolument dramatique. Et le retrait de la France ouvre la voie à la Russie, qui est en embuscade. La société Wagner. La fameuse société Wagner qui est présente. Le commando Wagner qui est allé s'installer à Bas-Christine. À la demande quand même de Bamako. Il faut le savoir. C'est les autorités maliennes qui ont demandé. Donc on peut finalement être fier de la France, fier des soldats français, bien sûr. Mais c'est quand même une situation qui devient extrêmement compliquée. Il y a un sentiment anti-français qui est très fort partout dans la population. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les opérations militaires d'un accompagnement économique et d'un accompagnement. Il faut construire aussi une démocratie, ce qui ne se fait pas évidemment en quelques mois et même en quelques années, malheureusement. Mais effectivement, comme le dit Michel, tout ça, c'est parce que on est trop seul. On ne peut pas. Enfin, il faut que ce soit l'ensemble de la communauté internationale qui vienne en soutien sur ces opérations-là. Et c'est vrai que c'est le sentiment que sans doute aussi on peut avoir. Mais c'est un dossier dans lequel on s'embourbe aussi. C'est là-dessus que la France doit absolument. Michel. Je voudrais. Oui, mais on s'embourbe. Pourquoi est-ce qu'on s'embourbe? On s'embourbe parce qu'on est tout seul aussi. Parce qu'on est tout seul. Ouais. Et depuis le début, on est parti sur ce terrain-là, sans avoir de garantie, sans pouvoir avoir de garantie d'un soutien, qu'il soit logistique, qu'il soit diplomatique, des autres puissances, ne serait-ce qu'européennes, parce qu'on sait que l'enjeu de notre sécurité est aussi sur ce terrain-là. Allez, on va changer de sujet. On va parler de la campagne. C'est quand même intéressant. Alors, il y a une information de France 2 qui dit que le président de la République pourrait se déclarer en répondant à une question d'un Français dans la rue.
Je sais pas. C'est ce qui est prévu apparemment. Alors, ce qui est génial, si c'est vrai, c'est déjà ébruité, donc c'est dommage. Oui, c'est quand même non, vous qui êtes spécialiste. Ça veut dire que c'est pas très, pas très spontané, parce que bon, il faut d'abord que le président de la République se balade dans la rue et qu'un Français lui pose la question. Donc on imagine que si tel est le cas, c'est un format de communication qui a été anticipé. Je suis pas sûr que. Après mes informations, ils sont en train de se demander si c'est entre le 1er et le 15 février. C'est ce que j'ai entendu. Mais faut pas le prendre à la légère, parce que faut pas oublier que la Macronie a créé un mouvement un gilet jaune, pas qu'informel, qui s'appelle Ensemble Citoyens, pour essayer de récupérer le RM, Modem et le parti d'Édouard Philippe qui a déjà dit non. Mais dans sa sémantique Ensemble Citoyens, qui encore une fois est le nouveau cheval de Troie de Macron dans la politique politicienne, ça pourrait avoir du sens qu'un citoyen lui pose la question. Donc à mon avis, c'est peut-être une information à prendre au sérieux. Je pense que ce serait une mauvaise communication. Je pense que, alors là j'analyse sur le plan de communication. C'est-à-dire que ce qui est mauvais, c'est aujourd'hui, qu'on le sache aujourd'hui, alors qu'il va le faire d'abord. Oui, que ça se sache. C'est assez lamentable. Parce qu'il y a un côté démago terrible. Oui, c'est un peu démago. Christine Bouillot. Est-ce que pour un président sortant, est-ce qu'il y a une bonne façon d'annoncer sa recandidature? C'est très compliqué. Vous vous souvenez que François Mitterrand, en 1988, c'était lors d'une interview, je crois, au journal de France 2. C'était face à comment il s'appelait, Henri Sagnier. Henri Sagnier. Enfin, face à Amar. C'était Amar qu'il avait interviewé. Le président de la République, Chirac, il me semble qu'il répondait à une question. Il était en déplacement à Avignon. Il répondait à une question de la maire d'Avignon qui l'avait interrogé en lui disant: est-ce que Monsieur le Président de la République, est-ce que vous serez bientôt candidat? Et il lui avait répondu. Oui, c'est vrai que c'est pas un exercice simple. Mais non, la question fondamentale, à mon avis, pour Macron, c'est le timing. Est-ce qu'il a intérêt, pour l'instant, à laisser encore la campagne se dérouler sans lui, ou est-ce qu'il a intérêt de rentrer dans l'arène? On va voir. Mais moi, je pense que pour l'instant, il a intérêt plutôt à ne pas encore déclarer rapidement sa candidature, sauf s'il dévissait dans les sondages. Il commence à dévisser un peu là. Ouais. Oui, et puis les médias disent le président est en campagne aujourd'hui à tel endroit, ce qui est assez extraordinaire, ce qui fait que tout le monde sait qu'il va se présenter. Moi, je crois que la meilleure façon, c'est très hypocrite. Ce serait une dépêche à AFP, je me présente, point final. Oui. Je sais pas. On va en reparler dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Les débats avec vous sur Sud Radio, on évoquait l'annonce d'une potentielle candidature du président de la République. Christine Bouillon, on vous a pas entendu sur le sujet. Donc la rumeur bruisse d'une annonce qui serait faite face à un Français lambda qui lui poserait la question. Et là, pendant la pub, il faut quand même que je vous raconte, Arnaud Benedetti dit, je sais pas, moi, il faudrait qu'il fasse ça dans la Creuse ou en Creuse, comme on dit. Il y est aujourd'hui. Voilà. Ça tombe bien, ma brave dame. Une intuition, une intuition. En sachant qu'il va dans la Creuse, c'est pour ça qu'on dit qu'il va en campagne. Il va parler au monde rural et on sait ce que ça lui a rapporté. C'est à la campagne, d'accord. Voilà. Mais il y a le double jeu de mots en fait là-dessus. Donc mes petits confrères s'en donnent à cœur joie, ce qui est évident. Mais simplement, il va faire du Chirac, c'est-à-dire qu'il va au devant de la ruralité, la Creuse. Il va dans des territoires où il ne va ni parler aux médecins généralistes qui manquent cruellement à ce département, ni aux salariés de GMS qui sont en fin de mobilisation parce qu'ils n'ont toujours pas de repreneurs, ou en tous les cas toujours pas de commandes, alors qu'on leur avait promis il y a 5 ans, etc. Donc il y a quand même des dossiers sur lesquels le président de la République sortant est attendu sur ce monde rural, mais je dirais aussi les autres candidats. La campagne est un enjeu électoral aussi de cette France dite périphérique et vers lesquels les candidatures de la présidentielle oublient un peu trop souvent qu'ils ont il y a une véritable attente de ce que l'on peut proposer pour ces Français. On va parler du carburant, du pouvoir d'achat, ça fait partie des choses sur lesquelles. Mais sur l'élection, enfin en tous les cas sur la déclaration de candidature, je pense qu'il doit y avoir effectivement un concours l'épine de savoir quelle est la meilleure solution pour que la lumière se porte sur cette façon dont on va annoncer la candidature vers un second mandat d'Emmanuel Macron. Bon, pourquoi pas avec un Français dans la rue,
À vrai dire, est-ce que ça va changer fondamentalement? Non, ça va rien changer. L'entrée en campagne, je suis pas sûr. Mais vous savez, que les citoyens soient sensibles à ça. Michel Taube, puis après Arnaud. Arnaud rappelait la déclaration de candidature de François Mitterrand en 1988, qui, pendant cette émission-là, il était vraiment pas très en forme. Il avait un côté un peu à la fois solennel, un peu en dedans. Et pourtant, c'est la plus fantastique campagne électorale qu'il a faite. Elle était foudroyante en 6 semaines. Tout le monde a reconnu que c'était un modèle de campagne électorale, mais le top départ avait été un petit peu raté. Je pense pas que ce soit si important que cela. Oh. Je pense que le plus important, c'est quand va-t-il se déclarer. Je pense que là, il y a les chiffres du Covid et également sa baisse tendancielle dans les sondages. Parce que c'est surtout ça va peut-être l'amener à accélérer. Enfin, les chiffres du Covid pourraient le faire attendre, à mon avis, jusqu'à la fin du mois de février, mais la baisse dans les sondages pourrait l'amener à... Quel est le rapport avec le Covid ? D'être entre deux vagues, d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer. Je pense qu'à mon avis, c'est absurde de tabler sur le Covid. Moi, je pense que, si vous voulez, il a pensé que la crise sanitaire lui serait utile, malgré tout, politiquement. Et que ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. C'est-à-dire que le risque que ça se retourne contre lui est réel. Donc, en fait, il devrait tout de suite le dire en creux. Le problème, c'est que quand même, ça introduit une confusion qui est, à mon avis, pas saine dans cette campagne. Non. Parce que on ne sait jamais qui parle, c'est le président ou c'est le candidat. La réalité, c'est que c'est toujours le candidat qui parle, en fin de compte. Et les Français vont le vouloir. Ça crée quand même une distorsion, je veux dire, par rapport à la concurrence. Donc, à un moment donné, alors il n'est pas le seul. Tous les autres présidents de la République ont été confrontés à cette situation. Toujours. Mais peut-être qu'il faudrait un jour se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas un peu réguler, disons, la concurrence entre un président sortant et les autres candidats. Alors vous avez vu, il y a toujours un point, il refuserait de participer à un débat de premier tour avec les autres candidats également. Il a raison, non? Christine, on verra quand on y sera. Il aurait raison. Pourquoi? Mais il est président de la République quand même. Il est candidat. Mais il est candidat maintenant. Il serait candidat. Alors Christine, vous en pensez quoi? Je trouve qu'il est président avant d'être candidat. Moi, on a un président de la République et il faut qu'il le soit jusqu'au bout. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense qu'il y a des Français qui veulent aussi entendre que leur ministre, leur chef de gouvernement et même leur président de la République finalement soient aux manettes jusqu'au bout. Donc c'est ça la distorsion. Donc parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça, de ne pas être en campagne trop tôt tout de suite. Et j'allais dire, en même temps, quand on écoute Emmanuel Macron il est candidat, quand il fait des annonces de réformes, de promesses, etc. Ça va au-delà du mois d'avril prochain. Donc, on est forcément dans un double jeu, un double discours qui brouille cette action. Alors, à la limite, il faudrait presque qu'on puisse détacher l'un par rapport, la tête de l'exécutif par rapport au reste des ministères, mais on rentre véritablement dans une zone grise qui va durer entre 3 semaines, 15 jours jusqu'à l'annonce de sa candidature. Et une fois que ce sera réglé, on rentrera véritablement dans la campagne. Mais là, aujourd'hui, toutes les annonces qu'il fait, c'est clairement un agenda qui s'étire au-delà de l'élection présidentielle. Donc c'est véritablement un programme de campagne aussi qu'il fait quelque part. Parlons d'Éric Zemmour, ce week-end en campagne, en meeting, avec un meeting assez impressionnant, quand on voit les images à la télévision, avec Jérôme Rivière, donc il a rejoint, Damien Rieu, Gilbert Collard, et puis des propositions autour de la sécurité. Donc on va peut-être faire un mix des deux sujets, c'est-à-dire à savoir un bilan jugé mauvais pour les Français d'Emmanuel Macron en termes de sécurité, et Éric Zemmour qui a fait un certain nombre de propositions. Il continue d'axer sa campagne sur ce thème-là. Ça, il est meilleur que sur l'économie. Michel Taube. Je pense qu'en fait, là, il faut relier les deux, le bilan d'Emmanuel Macron à la candidature d'Éric Zemmour. Parce qu'en fait, la raison, peut-être la seule raison de l'éruption si rapide d'Éric Zemmour sur la scène politique, elle est dans le bilan catastrophique d'Emmanuel Macron, de décennies de non prise en compte des problèmes de sécurité, de montée de l'islam radical, du non-respect de l'autorité de la police. On est quand même le seul pays occidental où on peut se permettre de taper sur des flics et de les insulter sans prendre aucun risque. Donc franchement, cet échec complet
de l'État français qui a perdu de l'autorité et qui n'est pas capable de se faire respecter, c'est la raison principale de l'éruption d'Éric Zemmour. Donc Emmanuel Macron n'a fait que renforcer cette tendance. Il n'est pas le seul. Nicolas Sarkozy qui avait affaibli la police en supprimant à la fois la police de proximité, en réduisant les effectifs, il en est aussi responsable. Mais on est vraiment dans la relation plus étroite. Et le dernier point, ça renvoie au reportage de M6 diffusé hier, c'est que dans ces problèmes de sécurité, il y a le problème aussi de la montée de l'islam radical. Et moi, je pense qu'Emmanuel Macron ne se relèvera pas de cette faute politique majeure qu'il a commise en 2017-18, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, plutôt que de faire un grand discours contre l'islam radical, il a été au Collège des Bernardins parler de sa relation à l'Église catholique et à Dieu, alors que tous les Français l'attendaient sur la lutte contre l'islam radical. Et il a mis 4 ans à se réveiller et à prendre des mesures parfois courageuses, mais beaucoup trop pragmatiques. Alors attends, Arnaud Benedetti avait d'abord... Juste sur Zemmour, moi je pense que Zemmour aujourd'hui, il est dans une séquence politique où il met la pression aussi sur Marine Le Pen. Je crois que c'était important aussi, ce meeting, il s'inscrit dans cette, si vous voulez, dans cette stratégie, une pression psychologique sur l'entourage de Marine Le Pen, avec le débauchage, on a vu, de Jérôme Rivière, puis de Gilbert Collard. D'autres débauchages sont annoncés éventuellement dans la semaine, venant à la fois d'ailleurs du Rassemblement National, peut-être aussi des LR. Ça c'est une réalité. Ensuite, si vous voulez, par rapport à Marine Le Pen, c'est que, en fait, il considère, et ça il le considère depuis le début, que Marine Le Pen a abandonné un certain nombre de fondamentaux qui étaient ceux du Rassemblement National, qu'elle a laissé un espace à découvert sur la question de la sécurité entre autres, mais pas seulement, sur la question du régalien en général, sur la question aussi de l'immigration, et donc il occupe ce terrain. Et il occupe ce terrain, il l'occupe pas n'importe où. Il l'occupe à Cannes, où c'est quand même un laboratoire politique, où il y a une très grande porosité entre la droite dite républicaine et la droite dite nationale. Donc il trouve là quelque part un vrai, j'allais dire, un vrai auditoire. Et troisième point, oui, c'est vrai qu'il y a une crise de la sécurité en France quand même. On peut tout dire. Ce qu'on voit en France, on ne le voit pas forcément, en tout cas ailleurs en Europe, dans de telles proportions et avec un tel niveau de violence. Alors moi je ne suis pas sûr que, si vous voulez, Emmanuel Macron soit le seul responsable de cette situation. Loin de là, je rejoins ce que dit Michel Taube. Il y a eu un abandon depuis maintenant de nombreuses années, à la fois en termes de moyens, mais aussi en termes de discours et en termes de volonté politique de traiter ce type de sujet, qu'il y a une hétérogénéité qui plus est d'explosion de la violence. Moi je pense que par exemple, un sujet dont on parle très peu, les zones rurales, qui sont aujourd'hui touchées aussi fortement par le développement d'une insécurité multiples et variées. Si les cambriolages, je veux dire, dans les campagnes, c'est un phénomène qui aujourd'hui, qui est un phénomène malheureusement qui tend à se développer. Alors est-ce que c'est véritablement aujourd'hui le point faible qui est le sien et qui peut lui faire perdre la présidentielle? J'en sais rien, parce que quand on regarde quand même les études d'opinion, on voit que les Françaises et les Français, s'ils attachent beaucoup d'importance à la question régalienne, ils attachent aussi beaucoup d'importance à la question économique, notamment à la question du pouvoir d'achat. Donc ça aussi, il va falloir à un moment donné que Éric Zemmour se positionne de manière plus audible sur ce sujet, même s'il essaye de le faire. Absolument pas audible. L'économie et surtout l'entreprise sont absentes de cette campagne. On est absolument complètement centré sur la sécurité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que plus personne n'est naïf, parce que les propositions qui sont faites par les candidats, en roulant des mécaniques, ils n'ont jamais eu de près ou de loin. Éric Zemmour a déjà, alors économiquement, il n'a même pas géré une secrétaire. Il veut gérer la France, très bien. Mais d'un point de vue, non mais il y a un moment où c'est complètement fou. Il n'a jamais été de près ou de loin en rapport avec les questions sécuritaires. La police, il ignore ce que c'est. Les quartiers, je ne sais pas s'il est beaucoup allé. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la faisabilité. J'ai l'impression que toutes ces propositions sont complètement hors sol. Il est très difficile aujourd'hui. On ne pénètre pas dans les quartiers. La police ne peut pas y aller. Donc, alors, on a des questions d'immigration, des questions c'est la question fondamentale. Quand Zemmour dit, il l'a dit chez moi à Éthique quand il est venu, parce qu'on parlait des emplois qui étaient occupés par des gens sans papier, mais qui étaient déclarés. Et je disais qu'il y avait énormément d'entreprises qui avaient besoin de ces gens-là. Il disait, à moi, c'est réglé. Ils repartent tous. Non, on ne peut pas faire repartir les gens, c'est pas vrai. Les avions, les faire repartir dans leur pays, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc on fait quoi? Et puis la problématique aussi de ces Français
de ces gens qui sont français et qui sont des délinquants. Et donc, Didier, je vais les faire repartir. Oui, non, il peut pas. il fait pas Ou alors, on remet le droit du sang, le droit du sol. Quand il parle de perpétuité réelle, j'entendais un avocat qui disait que la perpétuité réelle existe. C'est-à-dire qu'il y a des condamnations à perpétuité. Pas beaucoup. Il y a des condamnations à perpétuité avec des peines de sortie de 22 ans, mais au bout de 22 ans, vous ne sortez pas automatiquement. Il y a des gens qui restent plus longtemps. Ça se compte sur le doigt de la main. Il n'y en a pas beaucoup, quand même. Oui, ça se compte sur le doigt de la main. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont... on nous raconte des histoires. Je veux dire, je suis vraiment embêtée parce que personne ne peut régler ce problème comme ça. Moi, j'aimerais mieux quelqu'un de mesuré qui dit on va y aller, voilà ce qu'on peut faire concrètement, qui dise la vérité. C'est pas vrai, on vire pas les gens comme ça. Alors, Christine Bouillot. Oui, rajoutons que lors de ce meeting ce week-end, Éric Zemmour a aussi rajouté une couche tout à fait américaine à son programme de la sécurité, c'est-à-dire la fameuse notion de défense excusable. C'est la loi du château. C'est la défense excusable, ça veut dire que si vous êtes attaqué, vous serez en situation de légitime défense si vous tuez quelqu'un, et la même chose pour les forces de l'ordre. Ce qui existe dans certains États américains. Et la même chose pour les forces de l'ordre, c'est ce qu'il a évoqué. Donc le droit à s'autodéfendre. Oui. Chacun s'autodéfend avec. Non, mais l'autodéfense, on peut nous armer aussi pendant qu'on y est. Enfin, c'est un petit peu ça l'idée. En plus, il dit ça effectivement en référence certainement aussi dans ce territoire où il y a eu l'histoire du bijoutier de Nice. Il y en a eu d'autres. Bon voilà, qui sont. Je pense qu'effectivement, on est sur un terrain où la sécurité, c'est la surenchère. Voilà, avec des candidats. Mais Valérie Pécresse aussi, d'une certaine manière, quand elle dit on va envoyer l'armée, et quand on interroge les militaires, on voit bien que ce n'est pas possible, que ce n'est pas aussi simple. Non. Absolument. Michel Taube. Non, mais je pense que cette surenchère, encore une fois, elle est en regard de... Enfin, c'est comme sur le pouvoir d'achat. Il ne faut effectivement surtout pas prendre à la lettre toutes les promesses des candidats. Elles ne tiennent que pour ceux qui y croient, et je pense que très peu y croient. En revanche, le problème, c'est la crédibilité des uns et des autres. C'est-à-dire, quelle est la crédibilité de Valérie Pécresse lorsqu'elle fait des propositions audacieuses? Quelle est celle d'Éric Zemmour? Quelle est celle de Marine Le Pen? Je pense que c'est là-dessus que les Français vont juger. Et je pense que si, dans les semaines qui viennent, on a de nouveau des faits de très forte insécurité, des incivilités à répétition, comme on en a eu beaucoup de septembre à novembre dernier, je pense que ça fera le jeu d'Éric Zemmour, parce qu'il paraît, je pense, plus crédible, plus audacieux, plus entier dans les mesures qu'il prend. Enfin, crédible de quoi, Michel? Même si je suis d'accord avec Sophie que bon nombre de ces propositions ne sont pas faisables. Mais pourquoi? Parce qu'il a une cohérence depuis des années. Dans ses livres, dans ses tribunes, dans ses éditos, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir été quand il parle de faire peur à la racaille, excusez-moi Michel, quand il parle de faire peur à la racaille et surtout de pouvoir se défendre, ça veut dire quoi? Il fait quoi derrière? Il met tout le monde en prison, il permet à tout le monde de se défendre avec une arme à feu. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de société? Qu'est-ce qu'on en veut? Je ne soutiens pas du tout cette proposition. Je pense qu'il est très démagogique sur beaucoup des solutions, des fausses solutions qu'il propose. Mais en termes de discours, de mettre la question sur la place publique, là-dessus, il est bon. Je pense que les Français ne sont pas dupes. Ils savent très bien que le choix du président de la République se fait pas sur un programme. Il se fait sur une vision, sur celui ou celle qui va mettre la question majeure au cœur du débat présidentiel. Il se trouve que pour le moment, c'est Éric Zemmour. S'il n'y a pas de reprise épidémique du Covid, ça va le redevenir très fortement, et plus que le pouvoir d'achat. Mais je pense qu'effectivement, il est démagogue et que bon nombre de ses propositions sont certainement totalement inapplicables, comme le disait Sophie. Attendez, on va marquer une pause, vous répondrez après Arnaud Benedetti. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les
débat avec vous jusqu'à midi. Nous parlons de l'élection présidentielle et nous parlions d'Éric Zemmour. Arnaud Benedetti, je vous ai interrompu pour cause de publicité. Non, je veux bien que les propositions d'Éric Zemmour soient inapplicables et démagogiques, mais enfin bon, il faut aussi quand même noter la faiblesse des réponses politiques sur la question de la sécurité. Absolument. Depuis de très nombreuses années, ce qui explique aujourd'hui qu'un certain nombre de Français se tournent vers des offres qui apparaissent plus radicales. Donc ça aussi, il faut quand même en tenir compte. Ensuite, moi je pense que l'offre politique de Zemmour, c'est une offre politique, bien évidemment il est candidat à la présidentielle, mais moi je pense que c'est une offre politique pour l'après-présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dont Éric Zemmour, qui préparent une recomposition ou une reconfiguration de la droite. La thématique de Zemmour, c'est l'union des droites, c'est-à-dire permettre finalement à cette droite qui a été ostracisée depuis de très nombreuses années, qu'est le Front National, et la droite républicaine, de se retrouver autour d'une nouvelle marque politique. Et alors moi, je crois quand même que c'est risqué de la part de Zemmour, parce que le problème, c'est que Zemmour risque d'être finalement le porteur de la responsabilité de la défaite de la droite dans cette élection présidentielle. À la fois la défaite du camp national, qui est incarné entre autres par Marine Le Pen, parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il handicape considérablement la candidature de Marine Le Pen dans la compétition. Mais je suis même pas sûr qu'il serve véritablement à Valérie Pécresse, parce que si dans les quelques jours, il prend des électeurs, à la droite de la droite. Oui, mais après, il ramène aussi un certain nombre d'électeurs de Valérie Pécresse, et aujourd'hui dans son escarcelle. Donc c'est quand même un diviseur aussi. Donc reconstruire sur cette image de diviseur qui risque d'être la sienne après la défaite de la droite éventuelle, ce qui n'est pas fait encore en 2022, ça sera compliqué. La droite classique peut pas se rallier à Zemmour, c'est pas possible. Il y a une partie de la droite classique qui commence à se rallier. Peut y aller, oui, absolument. Ah oui, quand même. Moi, je crois, je crois que en fait, les Français sont pas naïfs et ils lui sont reconnaissants. Dans l'électorat. Oui, mais ils sont très reconnaissants à Zemmour d'avoir mis les pieds dans le plat. Absolument, mais c'est ce que dit un auditeur. Il dit il suffit d'avoir vu M6 hier soir pour comprendre qu'il est dans le vrai, ce reportage donc sur l'islam radical. Et c'est vrai qu'il a mis les pieds dans le plat. Et les Français lui sont reconnaissants de ça, et même moi. Oui, oui, donc ça reconnaissante, c'est tout. Hein. Oui, on a un peu réagi. Oui, Christine. Oui, alors il est dans le vrai, et enfin quand on dit il est dans le vrai, il dénonce des choses que soi-disant on aurait volontairement cachées ou qu'on n'aurait pas voulu voir. C'est la réalité, Christine. Qui a parlé des thèmes qu'a évoqué Éric Zemmour? Jean-Marie Le Pen. Quand même, ça fait 30 ans qu'il le dit. Ça fait 30 ans qu'il le dit. C'est une ressuscité des années 80. C'est une ressuscité, alors que les mots soient les mêmes que dans les années 80, c'est sans doute une réalité. Et il y a effectivement une carence, où il y a eu un oubli, où il y a eu tout un tas de réponses qui n'ont pas été à la hauteur des enjeux que vivaient et qui se profilaient à la société et qui se présentaient à la société française. Et tout le monde a sa part de responsabilité. Mais je le redis, c'est une fois qu'on fait ce constat, on propose, et les propositions que peut faire Éric Zemmour. Après, on en pense qu'on en veut et chacun est libre d'adhérer ou pas. Mais simplement, c'est que là aussi, on est quand même sur une espèce de surenchère et le concours l'épine de la solution la plus radicale qui soit. Avec quelle réalité au bout du bout? Avec comment on met tout ça en musique, et quelle société on veut pour demain? Parce que si on regarde aussi le programme de Éric Zemmour, c'est quand même un retour en arrière sur beaucoup de choses. Alors après, peut-être sur des choses qui n'ont pas été faites, justement, c'est ce que certains disent. Alors je vais vous dire un truc, il nous reste peu de temps. On me dit il faut changer de sujet parce que il y a du temps d'antenne. Non, mais ça intéresse nos auditeurs. C'est que moi je découvre qu'on n'a pas, on parle trop d'Éric Zemmour. C'est vrai. On parle trop d'Éric Zemmour. Mais ils ont raison. Donc, mais ça rentre dans la comptabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui personne n'est soutien réel d'Éric Zemmour, sauf que ce qu'on est en train de dire du mal, ça rentre dans le temps. D'après ce que je comprends. Bon, donc on continue à en parler. On me fait signe que non, mais je voudrais comprendre un petit peu les choses. Je voudrais quand même qu'on dise quelque chose s'il nous reste peu de temps, et on en reparlera, du chèque fruits et légumes. C'est ce que propose Famille Rurale. Le prix, c'est l'association Famille Rurale qui dit que les prix ont bondi de 9%, près de 10% en 2 ans. C'est terrifiant, ça. Non, mais c'est terrifiant de penser qu'il peut y avoir un chèque fruits et légumes. Je veux dire que l'État
l'État est en train de nous prendre tout, de décider de notre pouvoir d'achat, de décider de notre santé. Alors vraiment, il y a un moment où ça suffit. On a un État trop présent. Ça a toujours été un acteur économique, hein, l'État. Oui, mais là, ça devient complètement délirant. On a le chèque carburant, qui d'ailleurs, autre parenthèse, c'est les entreprises qui doivent le faire, etc. C'est horriblement compliqué. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, que l'État balaye devant sa porte, fasse des économies. Il y a eu un phénomène conjoncturel, c'est qu'il faut rappeler que le gel du printemps 2021 a raréfié l'offre aussi. Absolument. En la matière. Oui. Voilà. Oui. C'est ça qui explique aussi. Arnaud, c'est ça qui explique une partie de la hausse aussi. Je comprends. 450 euros. Et que les agriculteurs attendent toujours, notamment, les indemnisations liées aux procédures de calamité gel. D'accord, mais là, le consommateur, Arnaud, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on donne un chèque fruits et légumes aux consommateurs? Le prix moyen mensuel d'un panier varié pour une famille de 4 personnes, 450 euros par mois. Ouais. Et pour un premier prix avec une moindre... Ça, c'est pour un panier avec des prix de base. Et 696 euros pour les premiers prix. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est énorme. Et moi, je voudrais saluer cette initiative, non pas forcément pour le chèque, mais il y a des gros problèmes d'alimentation dans notre pays, notamment pour les personnes les plus modestes. Rappelez-vous cette campagne dont on entend le moins en moins souvent parler, manger 5 fruits et légumes. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui n'en sont pas là. Donc il y a un enjeu aussi pédagogique de cette association sur lequel il faut insister, qui est très important. Et je pense que c'est pas 9% d'augmentation des fruits et légumes. Moi, je fais mon marché tous les dimanches. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus que cela. Et véritablement, ça devient extrêmement compliqué pour beaucoup de nos concitoyens de bien manger des fruits et légumes. Voilà. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative qu'ils ont prise. Ouais. Enfin, mais c'est n'importe quoi, Michel Taube. Et alors, qui aura droit, à partir de quand est-ce qu'on aura droit à ces fruits et légumes? Il faut calculer aussi le prix des subventions. Pas si on peut dire n'importe quoi, quand on a le chèque, je finis. Quand on a le chèque essence, le chèque fruits et légumes, la subvention. Et je vais vous raconter quelque chose qui est fondamental. Mais c'est ciblé sur les fruits et légumes, c'est pas un chef d'entreprise qui avait un remarquable salarié qui dit je gagne 2000 euros par mois, j'en veux 3. C'est le problème du salaire. Il dit d'accord, je finis. Et quand il a vu ce que ça sous-entendait, perte de l'allocation familiale, etc. Il a dit je ne veux pas être augmenté, débrouillez-vous, payez-moi au noir. Il y a juste un souci sur le plan macroéconomique quand même, c'est la question de l'inflation. Et moi je pense qu'on va vers une difficulté majeure, je parle sous le contrôle de Sophie, c'est que on sait très bien que l'inflation est un facteur qui peut permettre de relever les taux directeurs, notamment, et on le voit déjà, parce que la Fed aux États-Unis a décidé, pour lutter notamment contre l'inflation, de relever ses taux directeurs. Le relèvement des taux directeurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour un pays comme la France, qui est quand même très endetté en la matière. Donc, moi, je pense qu'on va se retrouver... Et qui s'endette en faisant des cadeaux, entre guillemets, justifiés peut-être. Qui s'endette, qui s'est encore endetté de manière encore plus intense depuis le début de la crise sanitaire. Oui. Donc, je pense que ça va être très compliqué. On a toutes les vannes ouvertes et on va vers un suicide économique. Arnaud, la facture, c'est pour le 25 avril, donc c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Voilà, c'est fini. Merci à tous les quatre. Puis on va attendre de voir ce soir le rolling à 17h. Donc notre sondage quotidien avec l'IFOP, c'est à retrouver dans les vraies voix. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.